Bonjour et bienvenue à l'acte 2 de la semaine du tribunal de l'actualité, votre rendez-vous de lundi au vendredi pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Merci à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre en direct et en simultané sur les médias leaders Tweet TV et Watt FM. Je suis Adam Scalet Ouedraogo, président de cette instance. Avec moi sur ce plateau, les juges au siège, Bernard Bouma, Geoffroy Vara, bonjour et bienvenue. Bonjour président, bonjour juge Vara, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bouma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Après plus de 30 ans d'attente, l'espoir de voir se tenir le procès sur l'assassinat du père de la révolution burkinabé renaît aujourd'hui. Le procès de l'assassinat du président Thomas Sankara et de 12 de ses collaborateurs est prévu pour s'ouvrir le 12 août prochain devant la chambre de première instance du tribunal militaire de Ouagadougou. C'est une information qui nous est donnée par nos confrères du journal L'Événement. C'est un sujet qui est enrôlé pour cette convocation. Nous allons également nous intéresser à la question des biens mal acquis. Le Parlement français a adopté le 20 juillet dernier un projet de loi qui prévoit de rendre aux populations spoliées l'argent détourné par les chefs d'État, des sommes qui serviront à financer des actions de coopération et de développement, un mécanisme inédit qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Nous aurons le regard des juges sur cette question, mais ça sera après les avant-propos. Et pour cette première partie, nous allons donner la parole au juge Bouma. Merci président. Mon avant-propos, c'est deux. Le premier avant-propos, c'est une publication de Wenpuré Charles Sawadogo, donc un internaute très bien connu, qui publie régulièrement sur les attaques terroristes, les positions des terroristes et qui fait parfois aussi des révélations. Et qui a publié hier en disant... Hier soir 25 juillet, sur l'axe Solhan-Seba, les FDS ont abattu un terroriste qui, par ailleurs, est le conseiller municipal de Gongorgoual. Donc, et il dit, c'est après une enquête minutieuse que les FDS sont passés à l'action. Donc, ça a suscité effectivement beaucoup de commentaires. Entre c'est des populations qui étaient abandonnées et des gens qui trouvent solution. Et puis, bon, voilà. Donc, c'est aussi symptomatique du niveau d'implication et ou de complicité, c'est selon, comment on appelle ça, jusqu'à un certain niveau, à l'échelle dont on ne peut pas imaginer. C'est ce qui fait que parfois, effectivement, ces forces prennent de l'avance sur, comment on appelle ça, nos forces armées. Donc, quand il y a effectivement des complicités jusqu'à ce niveau de responsabilité, comprenez qu'effectivement, c'est très difficile le combat et, comme on le dit, guerre asymétrique. Parce qu'à un moment donné, vous ne savez vraiment pas avec qui, effectivement, vous composez. J'ai dit, ce n'est pas la première fois que des élus locaux sont signalés. Des noms de certains, comment on appelle ça, de certains soldats ont parfois été donnés sous le manteau qu'ils, comment on appelle ça, collaboreraient, vrai ou faux. On n'a pas pu, effectivement, démêler. Mais quand on regarde à un moment donné, par rapport à certains faits, il y a que vous... Comment on appelle ça, la question d'une source interne, parfois qui collabore, elle est souvent pas effectivement à écarter. Même après l'attaque du 2 mars de l'état-major général des armées, des noms ont circulé de certains officiers supérieurs, mais bon, ce n'est pas allé loin. Est-ce que c'était faux? Est-ce que c'était vrai? C'est très difficile de le savoir. Mais au niveau local, comme on appelle ça, la collaboration, pour ne pas dire la complicité de la population, elle est établie. Maintenant, c'est jusqu'à quel niveau, c'est beaucoup plus là la question. Sinon, les forces de défense et de sécurité vont vous faire effectivement de ces révélations et qui n'arrivent pas à comprendre comment parfois les positions exactes sont connues malgré toutes les précautions effectivement qui ont été prises. Donc, au-delà effectivement de ce conseiller municipal, il y a également toute une chaîne à interroger. C'est facile effectivement de le condamner, mais je sais que c'est sûr qu'il n'est pas le seul dans cette affaire. Parce qu'il y a aussi cette complicité-là qui permet d'avoir des infos et d'avoir du résultat. Et ça vient dans une localité où il y a eu 132 morts officiels après l'attaque de Solhan. Donc lui, il a été abattu sur l'axe Solhan-Seba, alors que c'est dans cette zone-là qu'il y a eu effectivement les massacres avec tout ce qu'on connaît actuellement comme conséquence. Alors, donc ici, ça demande également d'ouvrir l'œil et le bon. Ça demande effectivement un renseignement minutieux par rapport à une telle situation.
Le second avant-propos, ce sont des propos de Abdoul Karim Sango, donc le président du Parent et puis ancien ministre de la Culture, lors de son passage au grand déballage. Il dit, je cite, « À partir du moment où vous demandez aux ministres d'observer de la réserve, ça veut dire que juridiquement, ils gardent leur statut de ministre. Je n'ai jamais critiqué cela et il n'y a pas un Burkinabé qui est capable de me sortir un seul article dans lequel j'ai remis en cause ces 6 mois. Je ne pose pas le problème en ces termes. Il est trop facile quand on n'a jamais occupé certaines responsabilités, quand on ne fait pas face à certaines responsabilités, de développer des idées. Je ne suis pas dans le discours de type démagogique pour plaire à des individus qui souvent se prononcent parce qu'ils veulent exposer leur état d'esprit. L'astreinte à la réserve est liée aux 6 mois de salaire. C'est parce qu'on considère qu'il reste encore ministre qu'il a de la réserve. Un ministre, quand il sort, il a un paquet d'informations parce qu'il a été au cœur de l'État. » Fin de citation. Bon, ça paraît long. Au-delà de la polémique, il y a une réalité qui se dégage. Il dit qu'il est trop facile quand on n'a jamais occupé certaines responsabilités, quand on ne fait pas face à certaines responsabilités de développer des idées. Et donc, effectivement, parfois ce n'est même pas pour plaire. Parfois c'est juste une vue de l'esprit et c'est avec de la conviction qu'on s'exprime. Après on se rend compte que ce n'est pas ça réellement, que c'est un autre niveau de responsabilité. Parce qu'effectivement, vous n'avez pas accédé à un certain niveau de responsabilité, il est facile de dire des choses. Et même M. Sango a dit des choses avant d'être ministre et aujourd'hui conseiller. Donc naturellement, cette réalité terrain rattrape et vous ramène sur terre. Parce que l'habit de ministre, l'habit de président, vous arrivez, c'est taillé sur mesure. Vous vous asseyez, vous voulez bouger pour aller à gauche, on dit non, vous ne pouvez que bouger pour aller à droite, ou bien droit devant vous, vous ne pouvez pas aller à gauche. Vous dites, on dit oui, ça, c'est comme ça la fonction, et puis on vous sort toutes les preuves, des documents, voilà. Vous êtes assis, des éléments inattendus, des choses inattendues, effectivement, vous tombez effectivement là-dessus. Vous faites quoi? Vous êtes rattrapé par la réalité terrain. Et vous voyez que du dehors, ce n'est pas aussi évident que cela. Donc, quand un ancien ministre dit qu'il faut accéder à certaines responsabilités pour comprendre les vrais enjeux, c'est une bonne chose. Maintenant, ce qu'on demande également à nos gouvernants, c'est d'écrire. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire, mais il y a des choses qu'ils peuvent dire. Ailleurs, il y a des ministres, quand ils finissent leur magistère, ils écrivent. Des présidents écrivent. Taubira a écrit, Hollande a écrit, je ne sais pas moi. Au Burkina, par rapport aux fonctions ministérielles, par rapport aux réalités de terrain, il y a combien d'anciens ministres qui ont laissé des écrits qui parlent de leurs fonctions et de certaines réalités avec des anecdotes, sans rentrer dans certains détails parce qu'il y a des informations que vous ne pouvez pas livrer, pour faire comprendre parfois dans quelles difficultés vous êtes. C'est ça aussi la transparence et de faire, comment on appelle ça, ce sont des choses également qui contribuent à la bonne compréhension de la démocratie, du fonctionnement démocratique, du fonctionnement de l'État. Sinon, tant qu'on va toujours faire comme ça. Les Burkinabés confondront l'État au gouvernement. Un gouvernement est passager, il est temporel. C'est inscrit dans le temps. C'est 5 minutes, c'est comme on appelle ça. Il y a des ministres qui ont fait 6 mois, d'autres ont fait 2 semaines. Il y en a également qui vont faire 6 ans, d'autres vont rester longtemps dans la position de ministre. Mais il y en a qui ne vont pas durer aussi dans cette position de ministre. Donc, mais comment le citoyen peut comprendre que vous, de dehors, vous donnez des critiques et puis vous n'arrivez plus à faire si vous ne le dites pas. Donc, en même temps, je dis bien, c'est la réalité qui rattrape. Mais ça ne remet pas en cause le débat des 6 mois où le ministre bénéficie toujours des avantages. Parce qu'effectivement, on lui pose un devoir de réserve. Est-ce qu'il faut maintenir 6 mois ou bien lui maintenir dans le devoir de réserve, mais lui enlever les privilèges parce qu'il pose un débat de fond qui n'est pas encore élagué, mais qui mérite effectivement une réflexion profonde. Donc c'est ce que j'avais comme avant-propos. Et un troisième, on va réserver pour demain. J'ai été suffisamment long quand même. D'accord. Merci, juge Bougma. Juge Va, qu'est-ce qui a retenu votre attention pour cette seconde convocation de la semaine? Oui, merci Président. Je ferai 2 avant-propos. Le premier concerne la Côte d'Ivoire, donc un peu plus à côté de nous, avec la rencontre qui est très attendue, Alassane Ouattara et Gbagbo Laurent. Je dis très attendue parce que quand même depuis que l'un avait amené l'autre répondre des faits de crimes de guerre,
à la CPI, ils ne se sont pas revus depuis. C'est vrai que Laurent Gbagbo est rentré, ça fait maintenant un peu plus d'un mois, mais jusqu'à présent, la rencontre directe entre les deux hommes n'a pas pu se faire. Et on a vu les voyages aussi de Laurent Gbagbo entre-temps et tout. C'est dire que la rencontre d'aujourd'hui, en fin d'après-midi, sera d'abord attendue et les visages seront scrutés et le moins geste interprété. N'oublions pas aussi que ces derniers temps-là, il y a eu beaucoup de pics, notamment dans les rangs des uns et des autres. Dans les camps de l'Alassane, tout comme dans celui de Gbagbo, à l'endroit de l'autre bord. Et on espère que peut-être la rencontre d'aujourd'hui va permettre d'apaiser un peu les choses. Et puis, c'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose de ce qui est à l'ordre du jour, mais je pense que d'abord, ils sont dans le symbole. Et puis, ça sera la porte ouverte aussi pour que certaines discussions qui tiennent à cœur à chacun d'entre eux soient élaguées. Quand on prend les questions, par exemple, parce que Gbagbo avait déjà fait une sortie là-dessus, sur la question de ceux qui sont encore en prison, parce que ça on entend souvent, le camp FPI le dit, ils ont encore beaucoup de prisonniers politiques, donc qui sont certains de leurs militants qui se trouvent derrière les barreaux. C'est une question qui lui tient à cœur. Et puis n'oublions pas aussi qu'on attend de regarder vraiment ce que Gbagbo veut, parce que de ce qu'on peut observer pour l'instant, c'est quelqu'un qui veut rester un acteur majeur sur la scène politique. Alors que on a et ça je pense que le président Alassane ne se le cache pas, c'est la limitation d'âge, 75 ans, eux tous ils sont out. Donc ça c'est quelque chose qui devrait être discuté, ça c'est sûr, même si c'est pas aujourd'hui, mais ce sont des éléments qui vont revenir après sur la table. Et puis n'oublions pas aussi que Gbagbo Laurent lui-même est sur le coup d'une condamnation, 20 ans de prison si ma mémoire elle est bonne pour le cas de la BCEAO. Donc ça doit être aussi un dossier qui doit être élagué. Donc il vient, c'est vrai, en tant qu'ancien chef d'État, mais n'oublions pas que c'est quelqu'un qui est sous le coup quand même d'une décision de justice. Et donc je me dis c'est des choses qui peut-être ne vont pas trouver leur clair mot aujourd'hui, mais qui peuvent avoir un début de discussion. J'ai dit j'avais 2 avant-propos, donc on va attendre ce qui va se passer en terre de Béni pour analyser après. Mais il y a aussi le Nigeria. Et le 18 juillet, si on se rappelle bien, il y a eu une attaque, et c'est rare que l'armée nigériane reconnaisse certains, on va dire comme ça, je ne parlerai pas de débâcle, mais certains points moins bons officiellement, donc le reconnaître, ça c'est rare, c'est d'avoir vu l'un de ces avions de chasse descendu. Et par qui? Par des bandits, comme on appelle, parce que c'est dans le nord-ouest du Nigeria. C'est vrai que quand on dit nord-est, c'est là où il y a Boko Haram et tout, mais nord-ouest, c'est beaucoup plus des bandits qui ont pris le contrôle de zones où l'orpaillage et ces extractions minières là, dans une certaine échelle, ont pion sur rue, et donc où ils ont quand même une bonne maille, parlant de ces bandits-là. Et aujourd'hui, ils sont tellement armés qu'ils parviennent à descendre ou voler un avion de chasse. Heureusement que le pilote, dit-on, a pu, je ne sais pas sûrement s'éjecter avant ou quoi, mais l'avion a été descendu et les forces de l'ordre font comprendre que ce sont des bandits qui arborent fièrement les armes qu'ils ont par-devers eux. Et l'armée même le reconnaît, l'armée nigériane, c'est pas des armes de petit calibre. Et de ce qui se dit, c'est que ce sont des armes qui viennent pour la plupart de la Libye. C'est des bandits qui ont le contrôle de territoires qui sont riches, sur lesquels il y a une grosse activité minière qui est en train d'être menée, peut-être à une certaine petite échelle, mais sur lesquels ils ponctionnent assez pour avoir de l'argent pour acheter des armes. Et l'un des pourvoyeurs, c'est bien la Libye. Et pour ce qui est dit, c'est le même tronçon qui permet comment dire cela, le couloir de passage de ceux qui veulent tenter l'aventure méditerranéenne et autres, c'est par ce même couloir-là que les armes descendent. Et dans ce qu'il raconte, c'est que c'est un couloir qui va jusqu'à Mali, Burkina Faso, Niger, et tous les détails là-dedans. Mais vous voyez, moi, ce qui m'intéresse dedans, c'est comment est-ce que petit à petit, on se rend compte qu'on est face à des gens qui sont armés. On pose toujours la question de savoir d'où viennent ces armes-là, et puis qui les finance. Mais il y a aussi, quoi qu'on dise, un genre d'économie du mal qui est en train d'être mis en place et dont chacun essaie de tirer sa maille, et puis pour exister, parvient à s'armer, et quelquefois un peu plus en termes de force de feu et en termes de foudre, un peu plus conséquemment que nos armées régulières. Et ça devient
ça commence à faire vraiment peur. Regardez, par exemple, pour faire le parallèle, et quand on prend le cas du Burkina Faso, la bataille est en train d'être menée sur les zones à fort orpaillage. Et on va se retrouver dans des situations où, avec le contrôle de ces zones-là, ces personnes-là auront assez d'argent par devant elles pour s'armer et puis ne plus être à moto. Déjà même, on voit un certain nombre un type d'attaque auquel on fait face. On se rend compte que c'est des personnes qui n'ont plus seulement les petits fusils qu'on avait dans le temps et tout. Et ça, il faut avoir peur qu'il y ait ce type de connexion-là et qu'on vive vers ce type de terrorisme ou de banditisme. C'est selon la façon dont on pourrait appréhender. S'ils ont les moyens, ils vont s'armer parce qu'ils sont dans une guerre et ils ont besoin d'avoir l'affirmation d'un genre de contrôle sur des territoires. Et j'ai dit, le cas nigérian nous donne beaucoup à réfléchir. D'où sortent ces armes et puis comment est-ce qu'ils se financent. Je pense que et pourquoi est-ce que souvent c'est des zones à fort potentiel où il y a beaucoup de petites activités intéressantes qui sont menées. Je pense qu'on commence à avoir des petites réponses quand même. Merci, messieurs les juges, pour ces différentes clés de lecture. Nous allons également faire un clin d'œil à l'équipe de réalisation, aussi bien à la télé qu'à la radio, qui nous permet d'être en direct et en simultané du lundi au vendredi sur les médias leaders Truth TV et Watt FM. Je le disais à l'entame de cette émission, le 12 août prochain va s'ouvrir devant la chambre de première instance du tribunal militaire de Ouagadougou le procès sur l'assassinat de Thomas Sankara, une information qui a été révélée par nos confrères du journal L'Événement. Alors, juge Bourgmont, on peut dire que c'est le bout du tunnel après plus de 30 ans d'attente pour ceux en tout cas qui gravitent autour du dossier, qui attendent vérité et justice sur cette affaire Thomas Sankara. Bon, on pourrait effectivement dire que c'est enfin une date. J'ai dit enfin une date parce que ce genre de procès également, l'histoire montre qu'ils peuvent être longs. Ils peuvent également prendre des années. Donc, mais au moins c'est une date qui, même si selon les avocats du dossier, la notification officielle ne leur a pas encore été faite par rapport aux informations que nous avons. Mais qui disent, nous entendons parler, c'est des rumeurs qui pour nous, à notre niveau, nous parviennent. Elle est d'ailleurs persistante, selon d'ailleurs un des avocats avec qui nous avons parlé. Elle est persistante, mais à ce stade-là, nous n'avons pas encore été notifiés officiellement. Mais il dit que même à une semaine, ils peuvent effectivement être notifiés. Donc ils attendent de voir si enfin c'est la bonne date ou pas. Mais ce qui est également vrai, c'est que effectivement le dossier il est bouclé. D'ailleurs, c'est depuis longtemps. Ça vaut d'ailleurs 2 ans, voire même plus, que lors de chaque célébration du 15 octobre ou du 4 août, c'est selon. La question de à quand le jugement, les avocats du dossier, notamment le cabinet Maître Bernardé Sankara, a toujours été clair. Le dossier à ce stade est bouclé, il peut être jugé et ils disent à tout moment nous pouvons être appelés effectivement pour le jugement. Là, il a répété à plusieurs reprises. Maintenant, pourquoi est-ce que ce n'est pas programmé? Là, la question était à poser au niveau du côté de la justice. Et là-bas aussi, l'expression est bien connue. La justice suit son cours. Le temps de la justice, ce n'est pas le temps des hommes. Elle prend tout son temps pour se rassurer que... Donc, effectivement, on était dans cette attente. J'ai dit enfin une date parce que ce n'est pas suffisant, parce que dès l'ouverture du procès, il peut être renvoyé à une date ultérieure. Voici un exemple très à côté, c'est le procès qui a tenu le Burkinabé en haleine, le procès du putsch de septembre 2015, qui n'est pas encore terminé. Ce n'est pas encore terminé à partir du moment où certains ont fait appel. Donc l'appel n'étant pas encore vidé, cela suspend également un certain nombre de choses. Il y en a qui n'ont pas fait appel, qui ont fini de purger leur peine. D'autres bénéficient de liberté pour des raisons diverses. Il y en a qui sont en soins hors du pays. Donc il y a tout ça là-dedans. Donc c'est-à-dire que, j'ai dit bien enfin une date, si elle est effectivement confirmée pour le 12 août, mais effectivement qui, comment on appelle ça, qui ne signifie pas que c'est aussi, dès que c'est ouvert, on aura tout en même temps parce qu'on pourrait également faire face à une douche froide par rapport aux attentes. Donc, pour un dossier qui est aussi compliqué parce que beaucoup de Burkinabés ont déjà jugé et condamné des gens et attendent que le juge vienne confirmer. Ce qui aussi ne facilite pas les choses dans cette affaire-là. D'accord. Après l'étape des tests ADN, on a eu la restitution des dossiers déclassifiés, on a eu
le procès de confirmation des charges. Aujourd'hui, on a eu une date pour ce procès-là. Pour beaucoup, c'est une étape qui vient d'être franchie, une grande étape d'ailleurs. Oui, une étape qui vient d'être franchie, mais quand vous regardez, c'est quoi? Je pense que le 15 octobre dernier, c'était 33 ans déjà que tout le monde attendait qu'il y ait de vraies avancées dans ce dossier-là. Mais je pense que c'est pour moi le début du bout d'un tunnel qui peut être même très long. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Il ne faudrait pas que dans les espoirs nourris, les uns et les autres pensent que dès que c'est ouvert, ici et maintenant, on aura le clair mot et que bon, l'on passera à autre chose. Regardez, pour même savoir les chefs d'accusation qui sont retenus, on a pris beaucoup de temps. Donc, il y a la question de, c'est quoi, atteinte à la sécurité de l'État, recel de cadavres. Il y a même la question de je sais pas moi, témoins soudoyés. Il y a eu plein de, il y a un certain nombre d'éléments qui sont retenus comme ça au regard de la façon dont les éléments ont évolué. Donc, tout ça, il va falloir apporter la preuve de ces éléments. Ça ne sera pas simple. Maintenant, il y a des avocats qui, depuis longtemps, disaient avoir aussi beaucoup d'éléments probants par devers eux qui permettaient de statuer sur, en tout cas, en la matière, l'engagement de certains ou les responsabilités dans ce qui s'est passé. Et on attend, et c'est pour moi aussi le principe de la justice, c'est de permettre aux personnes qui sont soupçonnées de montrer, puisqu'elles crient ne rien à y avoir, ou bien d'avoir agi dans un contexte, de venir s'expliquer. Je pense que c'est ça qui est très important. Et puis surtout pour les familles des victimes, de faire le deuil une bonne fois. Parce que ce n'est pas facile, je ne dirais pas d'oublier, parce que quelquefois même l'oublier est impossible. En tout cas, ce n'est pas facile de faire son deuil. Ce n'est pas facile de se dire, ok, ça s'est passé, maintenant on sait la réalité, et puis être dans une autre dynamique qui est nouvelle, qui est celle des sentiments un peu plus apaisés. Ce n'est jamais facile pour ces familles-là, tant qu'il n'y a pas un procès, tant qu'il n'y a pas la contradiction sur des versions, notamment d'acteurs de souvent ces moments tragiques-là. Et ça, c'est important pour les familles. Ça, quelquefois, on l'oublie. Parce que vivre des décennies comme ça, des années et des années, et lire seulement dans des colonnes, moi j'ai fait ça, non, moi je n'ai pas fait ça, c'est lui là qui a fait ceci, d'ailleurs, mais je ne me reconnais pas dans ceci, à chaque fois c'est la même chose, et que vous n'en sachez pas vraiment le clair mot, pourquoi est-ce que c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, c'est vraiment pas simple. Et c'est l'opportunité qui est donnée aux uns aux autres. Maintenant, on a, c'est quoi, la douzaine, mais on est sûr qu'on aura dans le box peut-être que 10, parce qu'il y a certains pour lesquels il faut un manœuvrage politique. Pour qu'il soit présent. Bon, je parle de Blaise Compaoré, voilà. Il faut un manœuvrage politique pour que ce monsieur-là, par exemple, soit présent. Mais n'oublions pas aussi que la justice aussi a ce rôle-là. C'est de continuer même quand les gens ne sont pas là. Parce que même si les personnes, aujourd'hui, on touche du bois, si quelque chose arrive ou quoi que ce soit, il va bien falloir chercher à savoir quelle est la vérité dans cette affaire. Et je crois que ça, c'est important. Je pense que ça, c'est important. D'accord. Alors, juge Vaal l'a dit, il y a autour de 14 personnes qui sont attendues à la barre. Pour le cas de Yacine Kafando et de Blaise Compaoré, si la date du 12 est maintenue, certainement que ces derniers ne seront pas dans le box. Tout à fait. Et ce n'est pas ce n'est pas une première, même dans le procès du coup d'État, il y en a qui ont été condamnés par contumace, notamment Fatoumata Diendéré, l'ex-députée, donc l'épouse du général Diendéré. Et même dans le dossier Norbert Zongo, la dernière fois d'ailleurs, je disais qu'avec ou sans François, le dossier peut être jugé et faire en sorte que c'est comme il n'y a pas François, on ne peut pas juger. Là aussi, ce n'est pas... la justice peut bien le faire. Donc, dans ce cas également, c'est possible. Et à ce rythme-là, c'est d'ailleurs ce qui va se passer parce que nous sommes aujourd'hui au 27, je crois. Oui, au 27. Et je ne crois pas que d'ici au 12, Blaise Compaoré viendra. Encore moins Hyacinthe Kafando, même si surprise il peut y en avoir. Peut-être la piste Hyacinthe, l'homme peut se lever courageusement, venir seul. J'ai dit c'est possible, mais Blaise Compaoré, ça implique beaucoup d'autres décisions, beaucoup d'autres, comme on appelle ça, réalités, et qui, en mon sens, ne permettra pas que... et ces réalités ne permettront pas, naturellement, qu'il soit ici jusqu'au 12. Parce que sur la question de son retour avec la Côte d'Ivoire, je dirais avec Alassane Ouattara, son protégé,
certains détails ne sont pas encore réglés. Et même de l'entourage de Blaise Compaoré, qu'il soit à Abidjan ou à Ouaga, il y a des détails qui ne sont pas encore réglés parce qu'il y a des conditions qui sont posées à gauche et ou à droite. Donc Ouagadougou également a sa façon également d'accueillir le président Blaise Compaoré. Donc il y a toutes ces choses-là qui, mis ensemble, de mon point de vue, font croire et me confortent que ça va être un dossier qui va être jugé en leur absence. D'accord. Alors, on l'a dit, c'est un dossier qui a connu plus de 30 ans de péripéties et de rebondissements, un dossier qui suscite beaucoup de passion et d'attente. Est-ce que finalement, on ne va pas se retrouver dans le même cas de figure que le procès du putsch manqué, où il y a beaucoup de questions soulevées, on se retrouve à la fin avec très peu de réponses? Non, on ne peut pas. Moi, je pense qu'ici et maintenant, ça n'a pas encore commencé. On ne peut pas d'emblée comme ça se dire que ça va se passer comme ceci ou ça va se passer comme cela. Parce qu'il faut regarder dans la marche vers l'ouverture déjà même d'un procès, il y a eu beaucoup d'éléments qui pour moi étaient de l'ordre de l'improbable. Regardez par exemple la question même de la tombe. Identifier, expertiser un certain nombre d'éléments, ossements, des morceaux de vêtements et même des douilles. Et des morceaux de vêtements reconnus par, en tout cas des éléments reconnus par la famille. Et tout ça, c'était des choses, quand même, on a pris des décennies pour pouvoir en arriver à ça. Et ça, c'était des choses quand même qui étaient pour moi inespérées, avec des douilles qui donnent clairement du type d'arme utilisée. Et on sait un peu d'où ça vient et tout et tout. Donc, c'est des éléments quand même qui, pour moi, peut-être ont pris du temps, mais qui ont permis petit à petit d'avoir au moins, je veux dire, certaines matières. Alors que ça, c'était de l'ordre du... au Burkina, ça s'est passé au Burkina, ça se serait passé dans un autre pays, on aurait dit que non, il fallait des coopérations, il fallait des permissions pour aller expertiser, pour faire... Non, c'était dans le même Burkina ici, mais ça n'avait jamais été fait. Parce qu'il fallait aussi qu'il y ait ce changement de régime-là pour que certaines choses soient possibles. Et moi, je pense qu'avec ce type de dossier, il y a la réalité de ce que, la maxime selon laquelle ce que vous faites là, d'une façon ou d'une autre, et quel que soit le temps, la vérité, là, elle va finir par se savoir. C'est ça qui est important. C'est-à-dire, rien ne reste impuni dans l'absolu. Ne pensez pas que parce que vous êtes fort aujourd'hui, ce que vous faites va demeurer dans le cloisonnement de cette situation dans laquelle vous avez toutes les cartes en main. Un jour viendra où vous ne pourrez plus agir de la même façon, avec la même aisance et dans le même confort, et viendra... Et petit à petit, l'inversion des tendances qui mettra à nu un certain nombre d'éléments qui vous concernent et puis permettra d'avoir certaines vérités. Je crois que c'est ça qu'on est en train de retenir comme leçon dans cette histoire-là. Parce que, j'ai dit, c'est plus de 33 ans maintenant. Et on en vient maintenant à ouvrir et à entendre des personnes sur le sujet. Il y a un moment donné, ce n'était pas possible. Vous marchez comme vous voulez, mais pour finir, même ceux qui marchaient sans conviction parce que ça commençait à devenir lourd les pas. Mais petit à petit, vous voyez, avec le changement de régime, même là encore, certains pensaient qu'il allait avoir une célérité, mais on est à combien? On est au deuxième mandat du président Roch Kaboré. Donc, ceux qui pensaient qu'après l'insurrection, et là encore, on a eu une insurrection, on a eu une transition, ceux qui pensaient que ça allait se régler ici et maintenant ont compris que ce n'est pas comme ça. Il y a le temps de la justice. Et même pour... mettre tous ces éléments-là ensemble, les mettre en branle, les mettre en symphonie, la justice prend son temps. Mais vient le moment où la vérité va lui. Vient le moment où, dans l'affrontement des versions et dans les confrontations, la lumière qu'est la vérité va jaillir. Je crois que c'est ce principe-là qu'il faut avoir. Et même quand le procès va s'ouvrir, il ne faudrait pas que les gens se trompent pour se dire qu'au deuxième jour, oh, c'est fini, non. Peut-être même qu'on aura des témoignages qui viendront nous apporter beaucoup d'autres éclairages. Et donc, je crois qu'il faut être... Parce qu'on ne peut pas augurer maintenant de comment est-ce que ça va se passer. Et je crois aussi que quand je prends des gens comme Benewende et Sankara, avocats de la famille qui se bat depuis, et beaucoup d'autres personnes, c'est des gens qui ont grappillé petit à petit, pour avoir beaucoup d'éléments. Et aujourd'hui, c'est des gens qui ont faim aussi de les montrer. C'est des gens qui ont envie de dénoter des accusations qu'ils ont portées depuis.
Donc, il faut qu'on laisse le temps de cette justice-là pour apprécier et pas se dire que bon, on a vu plein de procès dans ce Burkina-là, ça n'a pas abouti à ce qu'on voulait. Au départ, on a pensé ceci, mais je pense que les choses ne se font pas avec la même passion. Alors, Juge Bourma, est-ce que vous ne craignez pas que les débats de forme prennent le pas sur le fond du dossier? On a déjà vu lors du procès de confirmation des charges où on est revenu un peu même sur, je dirais, le dossier au niveau de la forme. On estime que c'est un dossier qui est aujourd'hui dépassé. Quand on écoute l'avocat de Djibril Bassolé, il estime que cette affaire date de 4-27. Et puis, on est en train de maintenir un espoir qui n'a pas lieu d'être. Ce débat de fond, on ne peut pas l'éviter. Ce n'est pas une crainte que ça a perdu. Ça fait le débat de forme, font partie du procès. Donc, et les avocats savent, quand ils ne peuvent pas gagner dans le fond, ils cherchent à gagner dans la forme. C'est ce qui s'est même passé dans le dossier du Butch, où on a mis beaucoup plus de temps sur les questions de forme. Donc, parce qu'en droit, comme on appelle ça, la forme tient le fond à l'État. Donc, s'il y a un problème de forme, déjà, bon, on passe à autre chose. Donc, c'est-à-dire que les débats de forme sont inévitables dans un procès et dans ce genre de procès. Et donc, maintenant, par rapport à sa durée, je pense qu'il y a des procès qui ont duré plus que ça et qui continuent effectivement comme on appelle ça, de par l'histoire, naturellement, à être jugés. Donc, il y a des crimes prescriptibles, il y en a qui ne le sont pas. Donc, c'est ça aussi la réalité. Mais on ne pourra pas dire aux avocats de ne pas se pencher sur les questions de forme. Parce qu'ils sont là pour ça, ils sont payés pour ça, et celui qui défend s'appelle client. Donc, le client est roi et le client doit être satisfait. Maintenant, chacun son rôle. Et de l'autre côté aussi, il y a des avocats qui appellent ceux ou celles qu'ils défendent clients. Donc, c'est la même chose. Donc, chacun se bat avec ses moyens et devant le juge. Donc, ce débat de forme-là, on ne peut pas l'éviter, craindre que ça éternise ou ça bloque le dossier, dès lors que cela fait partie également de la procédure et que c'est légalement fondé. Ah ben, s'il y a un problème de forme qui bloque le dossier, qu'est-ce que vous voulez? C'est un problème de forme qui a bloqué le dossier. Voilà, donc de mon point de vue, ce débat n'est pas à craindre. Il est même intéressant qu'il y ait des choses empoignades au niveau du prétoire. D'accord. Alors on l'a dit, c'est un dossier emblématique. Aujourd'hui, on a une date, le 12 août prochain. Est-ce que ce n'est pas également un défi pour la justice militaire? Voilà, une occasion pour cette justice-là de taire une fois pour toutes les critiques, parce que beaucoup, quand on parle de justice militaire, c'est une justice exceptionnelle. Bon, c'est vrai que c'est une occasion donnée, en tout cas, je ne parle pas de redonner son blason, mais en tout cas de jouer son rôle. Mais j'ai dit que pour moi, s'il ne faudrait pas avoir en chaque affaire l'opportunité de régler des comment on appelle ça, des directions ou des sensibilités ou des perceptions. Non, une affaire doit être élaguée, point barre, au regard des éléments qui vont être donnés et puis de la ligne de défense de chacune des parties. Je pense que c'est le regard de ces choses-là. On ne règle pas une affaire par rapport à une autre. C'est-à-dire que celle-là, comme ceci, comme les gens ont perçu ceci d'une certaine façon, donc cette fois-ci, on fera comme ceci, on fera comme cela. Je ne crois pas que ce soit comme ça que ça fonctionne. Et il faut que les gens soient peut-être posés et patients et de regarder comment les choses vont se dérouler. Je pense que c'est beaucoup plus ainsi. Merci, messieurs les juges. Nous allons passer au deuxième sujet enrôlé pour la présente convocation. Saisir les biens mal acquis et les rendre aux populations spoliées à travers des actions de coopération et de développement. C'est le contenu du projet de loi adopté par le Parlement français. Alors, juge Bourma, c'est un mécanisme assez inédit. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut applaudir? Moi, j'attends de voir comment est-ce que ça va se passer, parce que les méandres de la France-Afrique sont tels que je me méfie beaucoup. Mais c'est déjà un pas. Et c'est une avancée significative. Et ça sonne en même temps comme aussi une leçon pour ceux qui nous gouvernent. Parce que vous voyez ici des messieurs pendant des années qui ont volé l'argent de leurs citoyens, aller déposer dans un pays qui permet à ce pays de fructifier leur business, qui permet aux hommes d'affaires de ces pays, parce que quand ils font affaire avec eux, c'est déposé dans des banques, ça nourrit des banquiers européens. Dans l'immobilier, ça nourrit des patrons de l'immobilier européen. Dans le domaine des transports, ça nourrit des patrons dans le domaine des transports et même dans la restauration et toute une chaîne, même hôtelière et autres. Mais après, les mêmes vous insultent de voleurs. Mais c'est bien fait. Puisque ces emplois, vous ne les avez pas créés ici. D'abord, prendre, ce n'est pas bien, mais ensuite, vous ne les avez même pas. Vous n'avez pas créé. Il n'y a eu aucune plus-value même d'ailleurs dans vos pays. Parce que là-bas, c'est sécurisé. Vous garantissez l'avenir de toutes vos générations là-bas.
Donc, après, ça vous revient, comme c'est mal acquis, d'une façon ou d'une autre, que vous soyez toujours vivant ou pas, ça va vous rattraper. Et la famille Bongo ne dira pas le contraire. Et bien d'autres, la famille Mobutu aussi ne dira pas le contraire. Mais il y a des biens qu'ils pourront avoir. Il y a des biens que les Africains aussi ne pourront pas avoir. Parce que d'abord même, il faut savoir l'existence de tous les comptes bancaires, savoir l'existence de certains biens physiques, parce que c'est aussi fait avec la complicité aussi d'hommes d'affaires véreux ou d'hommes politiques peu scrupuleux aussi de l'autre côté. Et donc, ce qui fait que c'est évidemment très difficile de démêler effectivement ces choses-là. Maintenant, pour les biens qui sont bien connus, là, c'est encore plus facile à faire. Luc Marius Ibriga, lors de son passage dans une émission spéciale ici sur la corruption, par rapport aux enquêtes sur la question des biens mal acquis de nos dirigeants, mais quand il vous dit la facture à payer aux enquêteurs, il y a peu de pays africains d'ailleurs qui peuvent se livrer à cet exercice-là. C'est très coûteux. Parce qu'il y a aussi des gens là-bas qui connaissent les connexions et qui connaissent que tel appartement luxueux ou tel investissement de telle grande ampleur appartient à tel président ou à tel ancien ministre ou premier ministre ou député africain ou même burkinabé. La facture, il dit la facture est salée. Quand la facture a été présentée, il dit c'est avec suffisamment de courage aussi qu'il est allé voir. Je crois que c'est aux premières heures de son magistère en tant que CELC. Mais par rapport aux priorités du pays, il fallait faire un choix. Il dit la facture est très salée. Parce qu'il faut des enquêtes minutieuses. Donc c'est en même temps aussi les enquêteurs de là-bas qui vous disent que tel bien appartient à Adams, tel bien appartient à Geoffroy. Vous n'avez même pas la capacité de dire, il y a d'autres, il faut nous aider. Parce que c'est les mêmes là qui, vous regardez ceux qui font les enquêtes, ce sont des organisations de la société civile européenne et française. Nous-mêmes, notre capacité de pouvoir aller là-bas, de savoir que tel bien est de X ou de Y, c'est très difficile. En dehors des déclarations des ministres ou bien de nos personnalités, quand elles accèdent aux fonctions. Donc, elles font, ce n'est pas des personnalités, elles font leurs déclarations. Vous savez que telle personnalité a des biens au Maroc, a des biens en France, a des biens aux États-Unis, a des biens à Dakar, a des biens à Sissi, a des biens à Abidjan. Mais ça s'arrête là, vous ne pouvez même pas le coincer. Parce que s'il accepte de déclarer, c'est que ce monsieur sait comment il les a acquis. Parce qu'on peut lui demander également comment il les a acquis. Mais en général, quand courageusement la localisation est donnée, oui. Mais il y en a qui ne déclarent pas tout. Après aussi, il nous appartient de faire des enquêtes pour savoir est-ce que tout a été déclaré et justifié. Parce qu'on peut lui demander la justification. Et même à ce stade aujourd'hui, on se contente de recevoir les déclarations sans avoir aussi la capacité de faire justifier. Et si la personne a justifié, d'aller au-delà. Parce que ça demande beaucoup de moyens. Donc c'est aussi une autre façon de nous aider qui ne dit pas son nom. Mais j'ai dit l'initiative est déjà bien, mais j'attends mieux qu'une loi comment on appelle ça, de cette envergure. Mais je n'ai pas dit que ce n'est pas une bonne initiative. J'ai dit j'attends mieux et j'attends l'application pour voir de quoi est-ce que ça retourne. Pendant qu'on y est, quand on parle de biens mal acquis, oui c'est vrai. Mais les mêmes Européens, la même France a des biens mal acquis. On nous masque les éléments de notre culture là-bas. Ça aussi, ce sont des biens mal acquis. Il a fallu que certaines organisations de la société civile, des hommes de culture et le président actuel du Bénin, M. Talon, tape du poing sur la table, corse les choses pour qu'il y ait d'abord que les lignes commencent à bouger. Mais là aussi, ce sont des biens mal acquis. Et c'est même facile de restituer. Parce que là, c'est exposé dans tel musée, c'est connu. Et les localités sont connues parce que c'était bien consigné. Mais c'est bien mal acquis également qui font brasser des milliards à la France et aux autres États européens. C'est pas remis. Au Burkina, Mamio a défrayé la chronique, mais il fallait l'ardeur également et la ténacité du regretté professeur Kientega pour que Mamio soit restitué à leurs détenteurs. Mais on sait comment est-ce que, en son temps, la bataille a été âpre. Et depuis, c'est fini. Donc, affaire de bien mal acquis, oui, mais logique pour logique, il faut aller aussi jusqu'au bout. Mais là, ce n'est pas quelqu'un qui va nous aider, c'est à nous de nous assumer. Ça, c'est d'abord nous aussi. Alors, juge Va, quand on parle de bien mal acquis, c'est un vieux dossier. Aujourd'hui, la France qui décide de régler le problème à travers un projet de loi, restituer
ces biens-là aux populations à la base à travers des projets de développement. Vous y croyez? Non, mais je suis désolé de le dire comme ça, c'est du vrai foutage de gueule. Mais lisez ce qu'ils veulent faire. Ça veut dire quoi? D'abord, on nous prévient que le processus sera très long, parce que ça, c'est normal. Il y a l'affaire en justice et tout. Il faut aller jusqu'à la cassation pour que, en définitive, la décision de ce que le bien soit vraiment un bien mal acquis et tout, donc récupéré et tout, se fasse. Parce que la personne incriminée aura utilisé tous les recours et que donc c'est d'abord un long process pour celui qui est de la justice, dans lequel donc on se perd. Et puis forcément, Bernard parlait des honoraires d'avocats et tout. Donc quand vous allez finir tout ça, il faut les retirer dans ces choses-là. Et puis, deuxième élément, quand le bien est récupéré, il est vendu aux enchères. Et puis, il y a une ligne budgétaire au niveau de l'AFD, Agence française de développement, où c'est inséré. Et puis, c'est l'Agence française de développement qui lance des appels pour que des ONG viennent souscrire pour certains projets de développement et qui sont maintenant financés par l'AFD. Vous savez, on critique souvent la vérité. La France souvent se gargarise de trop nous aider ou de faire beaucoup pour nous et tout. C'est une réalité parce que nous aussi, on est beaucoup dans la politique de la main tendue. Mais la réalité, quand vous regardez certains pays comme le Mali et autres, ce qui est de l'ordre du Malien qui envoie de l'argent à son frère au pays, c'est sans commune mesure avec ce que la France se gargarise de donner au Mali à chaque fois. C'est beaucoup plus élevé que l'aide directe de l'AFD, l'Agence française de développement. Ça aussi, c'est des réalités, c'est des chiffres que petit à petit, l'Africain commence aussi à regarder et commence à se dire, mais écoutez, quelquefois, on nous vend un film de bonhomie ou dans lequel on a une France qui est très sensible à notre réalité, tant et si bien qu'elle donne, alors qu'au fond, elle ne donne pas grand-chose. Quand vous regardez très bien, c'est la vérité. Maintenant, comment il faut gonfler ces chiffres-là? Si c'est la question de ces biens mal acquis, là, on va venir gonfler ce que l'Agence française de développement a comme contribution dans nos pays, ce n'est plus normal. Ça veut dire quoi? Je caricature. C'est-à-dire que vous attrapez vous avez votre fils qui est reconnu coupable de vol. L'argent, il a pris, il a acheté des écrans plasma, tout ce que vous voulez. Mais comme il a ses entrées chez le voisin, il a tout déposé là-bas avec l'aval du voisin, c'est sûr. Et donc, votre argent qu'on a volé, que votre fils a volé, ça servait à acheter des éléments qui sont chez votre voisin. Lorsque c'est établi que c'est l'argent volé de chez vous qui a payé l'écran plasma et tout, c'est le voisin qui décide d'aller les vendre aux enchères et puis de voir combien de repas il va financer chez vous. C'est aberrant. C'est quand même aberrant. Il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord que même le bien mal acquis, lorsqu'il est reconnu mal acquis, et donc c'est l'argent de population, c'est l'argent de contribuable d'un pays, on se dit non, ce pays-là n'a pas encore la responsabilité assez grande pour pouvoir s'en occuper. Le bien est vendu aux enchères. Par qui? Par celui qui a accepté que le voleur vienne y faire ses dépenses et tout ce qu'il veut. Et après, c'est dans une ligne budgétaire, dans ce que nous avons comme système de coopération pour vous aider. Et c'est nous encore qui regardons dans les projets qui sont intéressants pour vous. Et avec l'argent de vos contribuables, on va décider de donner tel projet à celui-là, tel projet à celui-là, et on va les financer pour que ça vienne chez vous. Il y a une infantilisation. Disons-nous les choses de façon très nette. Il y a eu l'argent du contribuable de pays africains qui a servi à acheter ou à l'acquisition de biens. C'est souvent des biens luxueux. Parce que ce qui se passe, c'est quoi quand ils y vont? Ils ne sont pas au stade des biens, je sais pas moi, à un certain niveau. C'est-à-dire manger, boire. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est du luxe. Parce que c'est là-bas qu'ils retrouvent les moyens de pouvoir, qui sert de refuge pour les monnaies. Parce qu'à un moment donné, vous avez tellement d'argent qui a été volé que seul le luxe vous permet de pouvoir en garder la valeur d'une certaine façon afin de pouvoir le revendre après ou quoi que ce soit.
Donc, ce sont des biens qui sont souvent luxueux. C'est des grosses villas, c'est de grosses maisons, c'est de grosses voitures. C'est des éléments comme ça. C'est de l'or, c'est ceci. Donc, c'est des éléments qui gardent souvent de la valeur avec du temps. Mais vous allez les reprendre et allez les vendre aux enchères. Les vendre aux enchères comment? Et ça devient la propriété de ces pays-là. On va commencer, si on s'amuse, mais nos pays africains-là commenceront à être propriétaires de grands édifices en France, de grands éléments en France, et ça va être compliqué. On vous les prend, on les vend aux enchères, à qui? Mieux, on ne sait pas comment ça va se passer. Et puis, on ouvre des lignes budgétaires, on fait des appels d'offres, on demande à des ONG de venir, et encore lesquelles. On sait comment ça va se passer. Et puis, on vient, on dit que non, c'est ce à quoi ça servit. C'est un peu facile. Je crois que c'est un peu trop facile. Et que ça se décide pratiquement de façon unilatérale. Parce que là, la plupart des anciennes colonies là n'ont pas mot à dire. Hein. C'est le problème aussi souvent de la démarche française qui pose problème. Et après, on parle de vent anti-français. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de sentiment anti-français. Il y a des comportements d'une France politique qui dérangent et contre lesquels certains fils africains décident de dire certaines vérités. Il n'y a pas de sentiment anti-français. Et donc, sur ce chapitre, quand je regarde, il y a beaucoup de failles. Il y a peut-être, on pourrait dire à l'intérieur, des choses qu'on peut arranger, mais de façon unilatérale, comme ils sont en train d'y aller, c'est même voler le voleur. C'est ce qu'ils sont en train de faire là. C'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on vous a volé, vous tentez de récupérer votre argent, vous vous rendez compte que là où il allait faire des achats, on tente de vous voler encore. C'est ce que la France est en train de faire avec ce qu'on est en train de nous sortir comme process. Et si on s'assoit et on applaudit pour dire au moins cette fois-ci on aura le retour de... Mais attendez, vous volez des milliards, vous allez retrouver des projets en dizaines de milliers d'euros, et puis c'est bon, c'est fini. C'est ce qui va se passer. Qu'est-ce que vous aurez comme élément pour dire voilà ceci, voilà cela. C'est dans la réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et il y a une pression pour ce qui est des biens mal acquis de beaucoup de pays qui demandent à ce que la France leur rétribue un certain nombre d'éléments. Parce que la France, et avec la justice, sa justice a donné la décision claire de ce que certains biens-là étaient mal acquis. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne reviennent pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne reviennent pas à ces pays-là? Il y a une pression qui est en train d'être faite. Donc, pour moi, il y a aussi à être très prudent. Il y a à être très prudent dans cette démarche. Maintenant, dernièrement, en dernier ressort, je me dis aussi qu'il y a une pression qui doit continuer avec la masse sur la question de gouvernance pour nos chefs d'État. C'est vrai aussi qu'il y a une époque où certaines choses étaient permises dans certains États. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Où des enfants des présidents, des parents d'eux se permettaient de vivre dans un luxe choquant. Et puis, ça ne dérangeait pas. Ou bien on ne pouvait pas parler, on ne pouvait rien dire. Aujourd'hui, la pression est en train de s'inverser. Et la plupart des biens mal acquis dont on parle, c'est d'époques où très souvent, dans certains pays, comme par exemple, pour prendre le cas des Nguema et autres, où c'est un peu différent. Ça, il y a des petits pays, il y a des petits comme ça, des pays comme ça où ça continue d'exister. Mais dans beaucoup d'autres pays, vous allez prendre le cas le cas du Gabon, vous ne pouvez pas vous amuser à voir ça aujourd'hui avec le fils. Ce ne sera plus dans les mêmes teneurs, dans les mêmes contextes, dans la même façon de faire. Les gens préfèrent des paradis où c'est beaucoup plus compliqué, où là encore même ça se complexifie. Et donc les acquisitions de biens, ces choses-là, ça devient un peu plus compliqué. Mais dans ce ordre-là, quand la pression est faite, rétrocédez ce que vous reconnaissez avoir été volé, et puis on va avancer. Mais ne décidez pas de comment est-ce que vous allez, dans un autre système, travailler à ce que par perte et profond, on ne voit plus grand-chose. C'est ce qui est en train de se profiler à l'horizon et c'est ce qui me fait peur. Mais on doit, nous aussi Africains, et c'est ça la réalité, avoir la capacité de mettre la pression sur nos États-là, sur nos chefs, nos dirigeants, pour qu'il y ait cette gouvernance-là vertueuse. Qu'on ne s'amuse pas à prendre l'argent du peuple et puis aller s'amuser et faire ce qu'on veut. Ça, c'est des choses qui ne peuvent plus s'accepter. Regardez le cas malien, par exemple. Et ça, c'est ce avec quoi je vais terminer. Ce qui a fragilisé et qui a presque scellé le sort de IBK, c'est ce qui a été donné comme information et vidéos et qui ont circulé dans les téléphones au Mali sur le cas de son fils. Ses orgies et ses beuveries, alors que le Mali avait énormément de problèmes dans des bateaux et des yachts à l'extérieur. On voyait c'était un scandale pour le Malien qui vivait une autre réalité. Oui, c'est comme ça aujourd'hui que le citoyen vit cette gabégie-là, ou bien cette non-retenue, parce qu'on est juste à côté de la caisse et on se sert comme on veut. C'est comme ça que l'Africain commence. Donc il y a une pression qui est en train d'être faite. Et cette pression-là, elle doit continuer si on ne veut pas avoir des biens mal acquis à l'extérieur, parce qu'il ne peut plus les dépenser ici. Et donc, on se cache pour faire des choses,
on fait des acquisitions, mais c'est cette même France-là aussi, avec certains réseaux qui le permet. D'accord. Alors, il y a notre responsabilité et puis il faut être vigilant dans ce qui nous est proposé parce que très souvent, on veut voler le voleur. D'accord. La dernière question, je l'adresse au juge Bougma. Pour certains, avec cette annonce-là, ça nous rappelle le discours de Ouagadougou où Macron avait donné justement l'information selon laquelle certains biens, notamment les objets d'art, vont être restitués aux pays africains. Effet d'annonce sur le terrain, très peu d'actes concrets. Est-ce qu'on n'est pas dans le même cas de figure? Oui, en fait, c'est ce que j'ai dit. Je ne crois pas trop parce que c'est très difficile. L'initiative est bien. Elle vient reconforter un combat ou des combattants pour la vérité ou la restitution de ces choses-là. Mais c'est dans la pratique que les choses se coincent, en fait, en réalité. Mais Macron aussi est dans une logique de sa campagne, pour ne pas dire de sa pré-campagne, pour sa réélection. Parce que ce n'est pas aussi simple, ce n'est pas aussi évident. Donc, commencer effectivement à lâcher du lest sur certaines choses ou certains dossiers, oui, mais en même temps, les réalités de là-bas sont telles que ceux qui gèrent le pouvoir ou qui font les présidents sont dans la pièce à côté et vous regardent jouer. Donc, ça, il ne faut pas penser que dès que c'est dit, ça va être fait. Donc, parce que aussi, c'est des procédures et des procédures à n'en pas finir. On dit oui, il faut, mais voici la procédure à suivre. Et puis, c'est une bataille rangée, c'est des moyens financiers que cela, effectivement, va engloutir. Mais je dis bien, les lignes commencent à bouger et des présidents français, sur cette question, sont obligés de s'expliquer et de donner des gages et des garanties que les lignes vont bouger. Donc, petit à petit, à un moment donné, c'est irréversible, en fait. C'est irréversible, mais c'est petit à petit. Mais croire que dès que l'annonce est faite, ça va l'être de but en blanc, là, il faut effectivement se lever très tôt. Prenons l'affaire François Compaoré, dans le dossier Norbert Zongo. Quand Macron était à Ouagadougou, et puis les questions qui ont été posées et tout. Mais regardez la procédure pour amener François. C'est vrai que d'ici là, le conseil, comment on appelle ça, la Cour de cassation va donner son dernier verdict. Mais si elle est en faveur de l'extradition, les avocats de François ont promis d'aller devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc c'est une bataille judiciaire rangée qui, je dis bien également, qui peut encore prendre des années. Tout comme ils s'attendent à ce que la cassation soit en leur faveur. Donc il y a toutes ces choses. Donc, après vous commencez, mais il y a tellement de procédures, d'énergie et d'argent qu'à un moment donné, effectivement, ça devient compliqué. Ce qu'il y a, qui peut prendre du temps et ça nous demande du courage de travailler à un moment donné à équilibrer les rapports de force. En ce moment, les choses se négocient facilement et aisément. Et l'autre concerne les choses même sans que vous l'ayez demandé. Parce qu'il sait de quoi vous êtes capable. Mais quand il sait que quand il dit qu'il va vous donner ça, vous êtes déjà content. Vos yeux brillent alors que vous n'avez même pas encore reçu. Ça va toujours être du chantage et de la foutaise de gueule. Comme Geoffroy aime à le dire. Mais en réalité, j'ai dit, le rapport entre les États, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas, comme on appelle ça, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de favoritisme. Il faut travailler à l'équilibre des forces, à défaut d'inverser la tendance. Merci, juge Bougma. C'est avec votre analyse que nous allons mettre un point final à la présente convocation. C'est également un rendez-vous que nous prenons demain pour faire le même exercice, poser un regard critique sur l'actualité. Mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders Truth TV et Watt FM.